OK. Donc, je recommence un petit peu le menu. Donc, on demande que les micros, les caméras soient fermés. Levez la main pour poser une question. Donc, je vais vous faire une petite présentation du jog. Le main event qui va nous être présenté par Alexandre Tremblay de Ticketmaster. Puis, on va finir avec les nouvelles du Java présentées par Monsieur Sylvain Cloutier. Sylvain. Oui. J'ai comme un blanc. Merci, Michel. Justement, justement, là, je présente le monde, ça va bien. OK. Donc, qui font partie du membre du comité organisateur du JOG? Il y a M. Éric Piché, qui fait du Java depuis 2003, qui a travaillé avec des outils IBM pendant plusieurs années, qui a fait travailler dans l'open source et avec les outils d'Oracle, qui a un bac en informatique à l'Université de Sherbrooke, a passé la plus grande partie de sa carrière en tant qu'architecte organique dans différents domaines, entre autres la finance et l'aéronautique, puis qui s'implique souvent chez CGI, qui nous vient de CGI. Il y a M. Sylvain Cloutier, qui est détenteur d'un DEC en informatique de gestion au Cégep de Sainte-Foy, qui possède plus de 10 ans d'expérience en développement de systèmes informatiques, qui a réalisé la grande majorité de ses mandats dans des compagnies de grande envergure, dans des compagnies de grande envergure. Puis, au cours des dernières années, M. Cloutier a particulièrement travaillé dans des projets de différentes technologies telles que Java, JavaScript, Node, C#, PHP et de programmation orientée objet. M. Cloutier est une personne sociable, rigoureuse, autonome et travaillant. Je seconde. Oui, je seconde aussi. Puis, il y a moi, Michel Bernier, qui a travaillé pendant plus de 20 ans en Java surtout, mais aussi polyglotte. J'ai fait différents langages, dans différents mandats, différentes entreprises de différentes envergures, mais je reviens toujours au Java parce que c'est le langage que j'ai fait le plus. Donc, nos commanditaires, naturellement, on ne peut pas passer à côté de CGI, Cofomo et ESO. Ensuite, il y a le Java User Group de Montréal qui nous a donné un bon coup de main pour repartir le User Group de Québec. Red Hat qui nous ont offert des conférences déjà. Puis, naturellement, il y a Oracle avec qui on est en contact quelquefois pour pouvoir avoir des conférences. Puis, on pourrait rajouter Ticketmaster qui sont là ce midi. Effectivement, la prochaine conférence, ils vont être là, c'est sûr. Oui, oui. Si vous voulez vous impliquer, donc il y a différentes adresses. Donc, il y a le site du JOG de Québec où on essaye de l'updater au moins une fois par mois pour dire les nouvelles du Java. Il y a notre groupe LinkedIn où on partage notre calendrier, nos conférences. Il y a le Slack du JOG de Québec pour, entre autres, l'organisation, mais vous pouvez vous inscrire. Il y a le channel YouTube où on va mettre d'ailleurs cette conférence-là ce midi. Puis si vous voulez nous indiquer quel sujet vous allumerait, vous intéresserait, vous pouvez nous écrire à québec.jog@commercialgmail.com. Puis si vous voulez faire partie du comité organisateur, on est toujours content d'avoir des nouveaux amis qui nous aident. Écrivez-nous encore à québec.jog@commercialgmail.com. Ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Donc, je passe la parole à Alexandre.
Excellent. Merci beaucoup, Michel, en premier lieu. Bonjour à tous. J'espère que vous passez tous un excellent mardi jusqu'à présent. Merci de vous être déplacés virtuellement, si je pourrais dire, à cette petite présentation sur comment nous, chez Ticketmaster, on utilise le Java pour nos applications à grande échelle, à grande charge. Donc, je vais tout de suite commencer par partager mon écran. Est-ce que vous voyez, est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il voit bien mon PowerPoint? Absolument, tout est beau. Très bien, merci beaucoup. Donc, commençons tout de suite. Java à grande échelle, ou comment on utilise l'écosystème Java pour répondre à la demande de milliers de fans qui cherchent à acheter des billets de spectacles, d'événements et d'autres festivals. Donc, en premier lieu, un petit mot sur moi-même. Donc, moi, c'est Alexandre. J'ai 27 ans. J'ai toujours été dans le milieu de l'informatique depuis que j'ai été diplômé en génie logiciel à l'Université Laval. Il y a à peu près 5 ans. Avec la pandémie, le temps passe plus vite. Mais il me semble que c'est il y a 4 ans exactement, j'ai fait un bac en génie logiciel. Donc, j'ai travaillé à quelques endroits. J'ai travaillé dans le secteur public comme stagiaire, donc à Revenu Québec et au ministère de la Santé avant de passer un stage chez Ticketmaster. Puis après, j'ai décidé de rester. Donc, maintenant, je suis développeur senior chez Ticketmaster depuis un peu plus de 3 ans. Donc, moi, mon expérience principale est en Java, tout ce qui touche à l'écosystème Java, vu que en fait, c'est ce qu'on apprend le plus à l'université. Puis chez Ticketmaster aussi, la plupart de nos back-ends sont en Java, malgré qu'on utilise beaucoup de langages et de technologies différentes. J'ai aussi une expérience quand même notable en Kotlin. Donc, on a aussi des back-ends en Kotlin chez Ticketmaster. On fait aussi beaucoup de tooling pour le DevOps, donc du Golang, du Python, tout ce qui a trait à ça. Puis en infrastructure cloud, donc tout ce qui est AWS, Terraform, CloudFormation, Serverless Framework, et ainsi de suite. Donc, j'ai touché un peu à tout. Puis, j'ai fait également un peu de front-end avec TypeScript, React, ainsi de suite. Mais malgré tout, mon expérience principale est en Java. Puis, j'ai participé au virage Cloud Native de l'entreprise dans les dernières années, donc pour moderniser nos plateformes Java. Donc, si vous avez des questions, même si vous écoutez en différé, par exemple, vous pouvez toujours me contacter à mon adresse courriel ou sur mon LinkedIn. Ça va me faire plaisir de vous répondre. C'est cela pour moi. Maintenant, en ce qui concerne Ticketmaster, donc, j'imagine que vous avez tous déjà entendu parler un minimum de l'entreprise. Donc, c'est la plus grande entreprise de vente de billets au monde. C'est la plus grande multinationale de vente de billets. Donc, on est présent aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Sud. Puis, on fait des partenariats avec des milliers d'artistes et de festivals différents. Par exemple, la NFL, le Super Bowl, c'est nous qui gérons ça. Donc, c'est des événements à haut volume. Puis, côté chiffres, on traite plus de 500 millions de billets par année à travers 30 pays. Donc, si vous avez des interrogations sur la compagnie elle-même, j'ai mis les liens de médias sociaux, si je puis dire, sur la diapositive. Puis, en ce qui concerne plutôt la technologie, chez Ticketmaster, notre approche est vraiment verticale. Donc, un développeur chez nous va toujours intervenir à toutes les étapes de développement d'un produit, dont l'analyse fonctionnelle, la communication avec produit, le design, l'implémentation, les tests, l'automatisation, le QA, tout ce qui a trait à déployer ce produit-là en production, donc l'infrastructure, le logging, le monitoring. Chaque développeur va toucher à ça. Donc, la philosophie, c'est vraiment, si tu le codes, tu le déploies, tu le monitors. Donc, c'est quand même des beaux défis. Malgré tout, ça permet à chacun de vraiment
développer des compétences très polyvalentes là, dans l'entreprise puis dans le marché du travail. Donc, on bâtit toujours que la résilience, la sécurité et la performance. C'est très important. On traite des cartes de crédit, des paiements bancaires pour acheter des billets. Donc, c'est pas le temps de se retrouver à la une du Journal de Québec pour une brèche informatique, n'est-ce pas? Donc, c'est au centre de tout ce qu'on fait. Puis, on est en mode continuous delivery, donc on livre des features très rapidement avec un process clair, un process agile, de manière itérative, et ainsi de suite. Donc, c'est clair que avec tout ce qu'on vient de dire sur Ticketmaster, surtout le volume de billets qu'on traite et d'événements, on a beaucoup de défis technologiques auxquels on doit répondre. Donc, je les ai organisés en 3 principaux défis. Il y a la charge, l'observabilité puis la cohésion. Donc, la charge, évidemment, on a des ventes de shows très, très populaires, mettons, en pensant à des artistes comme Lady Gaga ou Justin Bieber ou n'importe quel artiste reconnu mondialement. Donc, il peut y avoir des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui attendent pour acheter un billet sur le site lorsque le on-sale se produit. C'est clair que c'est possible de scaler horizontalement à l'avance, mais des fois, tu peux penser qu'un show est moins populaire qu'il l'est vraiment. Donc, l'automatisation de ce scaling-là, tout ça, les ressources que nos services utilisent doivent être bien calculées pour être certains de pouvoir supporter cette charge-là. Puis, évidemment, avec la quantité énorme d'utilisateurs concurrents, c'est un challenge pour le nombre de threads, la capacité processeur, la capacité mémoire. On sait que Java, c'est une plateforme, c'est pas bas niveau comme du C ou même du Golang, donc ça peut boire un peu plus de mémoire, là, si je pourrais dire. Donc, il faut vraiment surveiller ça puis tweaker la JVM, les paramètres, tout ça correctement. Il y a l'observabilité. Ça, souvent, c'est des choses qu'on ne se rend pas compte immédiatement, mais que pour la prod readiness, c'est très important d'avoir, surtout qu'on traite des transactions bancaires. Donc, si on perd une transaction puis on ne sait pas où qu'on a perdu, par exemple, les clients ne seront pas contents avec nous autres, évidemment. Donc, c'est très important de bien surveiller nos microservices, d'avoir une trace d'audit très claire pour ces choses-là. Donc, des métriques quantifiées, des alertes automatiques, la facilité d'intégration aux nouveaux services. Puis la cohésion, ça, c'est un peu plus un défi qui apparaît quand on a une plus grande entreprise, donc des différentes technologies ou la même technologie, mais avec des versions très, très différentes. Donc, pensons à un service en Java 6, par exemple, ou un service en Java 17. Ça utilise la même chose, entre guillemets, mais ça pourrait être un autre langage tellement c'est rendu différent les deux. Donc, des API bâtis très différemment. Dans des grosses entreprises, tu pourrais retrouver des applications avec des protocoles SOAP, par exemple. La gestion d'erreurs n'est jamais pareille. Donc, des fois, il te renvoie un format, des fois, il t'en renvoie un autre. Des fois, c'est un 200 avec une liste d'erreurs dans un objet de contrôle. C'est que tout est extrêmement différent, puis il faut aligner ça. Puis, vu qu'il y a plusieurs équipes, on réinvente souvent la roue. Donc, les stacks de logging, monitoring, tout ça, tout est à refaire tout le temps ad vitam aeternam. Donc, c'est une chose qu'il faut maximiser, c'est la cohésion pour sauver temps et argent. Puis, évidemment, on va passer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, ici, c'est le Java User Group. Donc, on va parler un peu plus de qu'est-ce qu'on fait spécifiquement en Java pour remplir ces 3 critères-là, en fait. Puis, la première chose que je vais parler, que beaucoup de monde connaissent peut-être, mais qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'utiliser dans un contexte d'entreprise, c'est Spring Webflux. Donc, il y a d'autres frameworks web en Java qui permettent de faire du réactive. Vertex, par exemple, ou Akka, il y en a une couple. Mais nous, notre philosophie, c'est d'utiliser le plus possible
des frameworks prod-ready qui offrent des métriques out of the box pour ne pas avoir à les coder nous-mêmes. C'est un peu l'inverse de l'approche avec, par exemple, Quarkus ou Micronaut, qu'il faut que tu codes un peu plus à la main ces fonctionnalités-là. Donc, c'est basé sur le travail de Project Reactor. Au lieu d'être sur Tomcat, c'est sur Netty, par exemple. Puis, le gros bénéfice de Webflux, c'est de pouvoir gérer plus de threads avec une même capacité en ressources, donc en ressources système. Puis, ça fonctionne avec tout le reste de l'écosystème Spring, donc Spring Actuator pour les métriques. Puis, par exemple, GPA va fonctionner jusqu'à un certain point. Puis c'est quelque chose de très intéressant pour ne pas dépayser trop vos développeurs. Donc, par contre, la programmation est orientée un peu plus fonctionnelle que ce qu'on est habitué normalement en Java. Donc, il faut faire un peu de ramp-up là-dessus. C'est qu'ici, j'ai mis the good, the bad and the ugly. Donc, ça gère mieux le back pressure pour les développeurs dans une grosse équipe avec beaucoup de développeurs juniors, par exemple, qui ont déjà travaillé avec Spring. C'est très intéressant d'utiliser cette technologie-là, tout simplement parce que c'est beaucoup moins de temps de ramp-up que si vous décidez d'utiliser, par exemple, Elixir et Phoenix, que, mettons, personne n'a travaillé avec avant, ça peut prendre un peu plus de temps, ramp-up, puis débugger, et ainsi de suite. Ça utilise moins de ressources. Si vous utilisez du Kotlin en cohabitation avec Java, c'est excellent aussi, c'est très compatible. Puis, c'est beaucoup moins configuration heavy que quelque chose comme Vertex, où il faut coder les verticals, il faut coder les codecs, et ainsi de suite. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec Vertex, c'est un peu plus lourd. De bad, il faut faire très attention d'utiliser seulement des connecteurs réactifs, donc des clients HTTP réactifs, ou des connecteurs de base de données réactifs. S'il y a une place qui est synchrone dans votre code, ben, ça enlève un peu defeat the point, pour ainsi dire en anglais. Puis ça demande un peu un changement de paradigme de programmation. Puis de ugly, que je vais montrer dans la démo, c'est que la gestion des logs est un peu plus compliquée. Puis c'est là que justement, je vais vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble Spring Webflux pour eux qui ne l'ont jamais utilisé. Donc, vous devriez maintenant voir mon IntelliJ. Donc, vous pouvez, là en ce moment, je suis dans un contrôleur. Donc, vous voyez que c'est extrêmement similaire à ce que vous avez déjà fait en Spring MVC ordinaire. Donc, address controller, request mapping, ainsi de suite. La seule vraie différence que vous allez voir ici, c'est l'utilisation de deux objets qui s'appellent le mono et le flux. Le flux, c'est un peu l'équivalent d'une collection dans le monde du Spring réactif. Puis mono, voyez ça comme un optional, un petit peu. Ça peut avoir soit un item ou 0 item. Puis vous voyez, par exemple, qu'on peut utiliser quand même les annotations JavaX Validation pour valider les path param ou les request body. Dans ce cas-ci, pour le cas de la démonstration, ce n'était pas très nécessaire. Excuse-moi, Alexandre. Oui. Y a-tu moyen de grossir un petit peu ton... Je vais augmenter la police. Très bon point. C'est pas long. Dans Editor, normalement, on va bouger ça en... Mettons comme ça devrait être un petit peu plus... wait, what? Okay. Ce sera pas long. OK, c'est parce qu'il est overridé ici. Ça marche. OK, là, ça devrait être assez visible. Michel? C'est bien correct, là. Numéro 1. Excellent. Good. Fait que, comme j'ai dit, il y avait le flux, le mono, les annotations, JavaX Validation. Vous voyez, par exemple, ici, que le flux et le mono, les deux ont des méthodes un peu plus fonctionnelles. Par exemple, le map ou la réduction ou le filtre. Donc, vous pouvez voir, il y a un filter ici. Donc, un peu comme si vous utilisiez un string, en gros. C'est qu'eux qui sont très familiers avec les strings vont se reconnaître facilement. L'injection de dépendance est faite de la même façon qu'avant. Donc, c'est très, très facile de rentrer dans ce monde-là. Par exemple, j'ai un service
aussi legacy, si je puis dire, qui fonctionne de manière synchrone. Donc, vous voyez la différence est minime. Par exemple, là, le list doit être streamé avant de mapper vers l'objet JSON. Puis ici, ben, vu qu'on n'a pas de map sur un objet direct, on est obligé de le passer directement en paramètre ici. Donc, pour tout le frameworking, c'est quasiment équivalent. Quelque chose qui est intéressant avec Java Spring Web Flux, en fait, c'est que si vous allez dans les services, vous allez voir que si vous voulez rester réactif, vous devez utiliser toujours des flux ou des monos. Donc, si vous recevez une réponse d'un client HTTP, d'un autre microservice, votre client réactif va vous donner un flux ou un mono, puis vous devez le garder comme ça, parce que ça va être évalué à la toute fin, un peu comme les streams. Il y a des opérations terminales là-dessus. Puis, vous pouvez voir ici que les erreurs peuvent être mises dans le mono ou dans le flux. Puis, on voit ici un peu l'équivalent du optional or else true, qui est un switch if empty, puis vous y mettez une exception à l'intérieur, un throwable. Puis, en ce qui concerne les bases de données, vous pouvez voir dans les dépendances de ce projet qu'on utilise quelque chose qui s'appelle R2DBC, qui est comme le connecteur JDBC, mais réactif. Il supporte plusieurs bases de données, MySQL, Maria, Postgres. Ici, on utilise Postgres, SQL Server, et ainsi de suite. Donc, ça les supporte pas mal tous là, à présent. Pendant un bout, il était un peu plus... un petit peu plus... comment je pourrais dire? J'ai perdu le fait. Il était un peu plus en mode bêta. Donc, c'est que, par contre, R2DBC a des limitations. Vous pouvez utiliser des repositories GPA. Par exemple, si je créais rapidement un repository, je pourrais extender Reactive CRUD Repository un peu avec ce que vous connaissez avec Spring Data GPA. Par contre, à cause des limitations du réactif, vous ne pouvez pas faire de jointure. Puis, il y a quelques autres limitations. Donc, si vous voulez faire des jointures, des queries un peu plus compliquées, c'est toujours mieux de passer par le database client, qui ressemble un peu à JDBC template. Là, donc, c'est assez reconnaissable. On bind des param, puis on exécute le SQL. Puis, on a des row mappers là, qui vont mapper la réponse dans une entité. Donc, ça ressemble beaucoup. C'est clair que si vous avez besoin d'un ORM comme Hibernate, c'est peut-être pas la meilleure chose d'utiliser Spring Web Flux. Mais si vous avez des microservices avec des petites bases de données, pas beaucoup de relations, des relations simples à visualiser, ça peut être intéressant pour vous. Le gros bénéfice, je dirais, de Webflux, c'est quand vous avez des microservices qui orchestrent d'autres microservices, donc qui n'ont pas vraiment de persistance. Spring Webflux offre le Web Client, qui est comme un HTTP client réactif, donc c'est très facile à utiliser. Quelque chose d'autre que je veux vous montrer, c'est pour le logging. Vous pouvez, comme dans le reste des applications Java, Spring normal plutôt, mettre des filtres qui s'appliquent lors de l'entrée de la requête et avant ou après se rendre au contrôleur REST. Puis vous voyez ici qu'on peut loguer de manière constante chaque appel avec un format déterminé. La démonstration n'est pas assez longue pour que je puisse vous montrer exactement tout le code derrière ça, mais on peut muter le serveur Web Exchange, la requête, la réponse, pour ajouter des hooks qui vont faire le logging du inbound puis du outbound. Puis, un autre défi, quand je parlais du de-ugly là, pour le Log4j ou Logback, c'est que vu qu'on est réactif,
le MDC, que vous savez, c'est un peu un genre de statique, d'une static map. Et c'est moins bien géré un peu. C'est un thread local, mais par contre, dans le cas d'une application réactive, si vous attendez après un call HTTP ou une transaction de base de données, le thread va être recyclé ailleurs, puis ça se peut que votre MDC s'en aille ailleurs, puis que le prochain thread qui reprenne votre transaction lorsqu'elle complète n'ait plus la même information. Donc, c'est pour ça ici qu'on a un fil qui permet ça, en fait, ce filtre-là, plutôt, c'est pour mettre le MDC dans les headers et inversement. Mais vous avez ici le Interthread MDC Lifter qui va se hooker sur chaque opération un peu terminale de vos monos, de vos flux, puis ils vont copier le MDC dans le nouveau thread qui pourrait être en train de récupérer votre requête. Donc, vous allez voir que le MDC, malgré tout, au travers de votre logging, même si c'est plusieurs threads différents qui apprennent votre requête, vous allez le voir se transiter seamlessly, ce qui est très intéressant. Cette partie-là, normalement, je l'aurais mis dans une librairie shared. Là, pour les besoins de la démo, ce n'était pas vraiment nécessaire, mais c'est ce que je voulais vous montrer. Parfait, donc ça, c'était un peu plus la démo pour vous montrer à quoi ressemble une application Webflux en termes Java. Puis là, je vais revenir à ma présentation. C'est que ça, on a déjà parlé, Spring Data. Si vous avez besoin d'entreposer vos données sur le cloud, il y a le SDK de AWS, par exemple, vous offre des versions asynchrones des clients S3, DynamoDB, ainsi de suite. Je suis certain que c'est la même chose pour Azure et GCP. Puis, qu'est-ce qu'on a parlé dans la démo, justement, le R2DBC. Bien entendu, les diapositives vont être sur le site du JOG par la suite, si vous souhaitez vous y référer. Ensuite, passons immédiatement à Spring Cloud. Vous pouvez voir ici que Spring Cloud Gateway, que je parle de Spring Cloud Gateway plutôt. Spring Cloud inclut plusieurs choses différentes, plusieurs modules différents que vous n'êtes pas tous obligés d'importer, évidemment. Je dirais que dans le cas de la présentation, dans le cas de notre utilisation chez Ticketmaster, les deux qu'on utilise le plus, c'est Spring Cloud Gateway, puis un autre que je vous ai présenté plus tard. Donc, c'est basé sur Webflux, évidemment. Ça se configure via le application.properties ou l'application.yaml, comme vous voulez. Puis, vous avez une approche de prédicats et de filters. Donc, c'est ça qui va matcher votre requête. Puis, les prédicats, en fait, et les filtres vont modifier votre requête avant de la transiter vers le service target, plutôt. Puis, il y en a beaucoup qui sont offerts out of the box dans le module, mais vous pouvez l'extend puis implémenter l'interface, puis vous pouvez écrire de nouveaux prédicats puis de nouveaux filtres. Il y a un support pour le circuit breaking, rate limiting, path rewriting. Tout ça est inclus dans Spring Cloud Gateway. Puis, c'est intégré avec Spring Actuator. Donc, au lieu d'utiliser quand je pourrais dire, quelque chose comme APG ou AWS API Gateway, ce qui est intéressant avec Spring Cloud Gateway, c'est que vos développeurs savent immédiatement comment développer dessus. Si vous voulez faire du custom, c'est très facile. Puis, c'est monitoré à la même place, puis ça log de la même manière que vos applications, vos vrais microservices. C'est qu'au lieu de devoir chercher, par exemple, un Correlation ID dans CloudWatch sur AWS, puis après ça, aller dans votre, par exemple, dans votre Elasticsearch, chercher le même Correlation ID pour traquer une requête, tout peut être au même endroit, ce qui est très intéressant. Quelque chose qu'on utilise aussi pour notre gateway chez Ticketmaster, c'est Spring Cloud Kubernetes. Pourquoi? Vous savez, des fois qu'on migre des projets, on migre des services, on les migre de on-prem vers le cloud, de cloud vers le on-prem, dépendamment des besoins de l'entreprise. Les endpoints peuvent changer. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec Spring Cloud Kubernetes, c'est que ça vous permet d'utiliser des properties sources dynamiques. Donc,
Au lieu de bundler votre application.properties que vos rerouting definitions dessus dans votre jar ou dans votre image Docker, vous pouvez l'exprimer comme une config map Kubernetes, puis aussitôt que vous la changez dans votre cluster, vous allez pouvoir faire un rollout. Il y a une façon de le faire seamlessly, de ne pas faire de pod rollout en utilisant quelque chose de donné par Spring, qui va comme caller un endpoint pour forcer le rafraîchissement des application.properties, ou d'utiliser directement un rollout de pod avec quelque chose qu'on installe dans Kubernetes qui s'appelle Reloader Project. Le bénéfice d'utiliser justement Spring Gateway, puis les Spring Cloud, c'est, comme j'ai dit plus tôt, l'uniformisation. C'est que si vous avez une API en Java, une API en Kotlin, une API en Golang, par exemple, qui ont tout un sharding différent, il est certain que c'est qu'il y a une instance, mettons, par amphithéâtre, on va dire ça de même, quelque chose du genre. Vous pouvez reformater l'API avec votre gateway pour que ça soit stable pour les clients. C'est très utile, par exemple, pour s'interposer devant d'autres services. Par exemple, quand vous faites un back-end for front-end, si vous voulez valider des tokens ou des choses de même, c'est très utile pour ça. Vous pouvez le personnaliser facilement, puis c'est très facile d'approche, contrairement à API Gateway d'AWS, qu'il faut que vous déployiez du Terraform ou des choses du genre. Côté de plus DevOps, faut être en mesure de publier des changements, quand je pourrais dire, très rapidement, surtout dans le cas où on a un problème. On fait une vente chez Ticketmaster, puis là, on découvre, l'application a un bug. C'est pratique d'avoir un processus de CI extrêmement performant pour ne pas avoir à SSH sur une machine puis essayer de mettre un container, manquer son déploiement parce que tu as oublié un paramètre, par exemple, puis que tout explose, puis que tes boss ne soient pas très contents avec toi. Donc, avoir quelque chose d'automatisé, d'efficace, c'est très important pour nous. Pour sortir un peu du cadre de Java, malgré que je vais y retourner dans la deuxième démonstration, si vous êtes capable organisationnellement, je sais que ce n'est pas partout possible, par exemple au gouvernement, utilisez une solution cloud clé en main pour Kubernetes, si vous allez sur Kubernetes. C'est beaucoup plus simple. Vous avez du support de la part d'AWS, de la part d'Azure. S'ils perdent des requêtes, par exemple, c'est de leur problème, ce n'est pas votre problème, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus clé en main. C'est que l'avantage aussi d'utiliser Kubernetes sur le cloud au lieu, mettons, des machines virtuelles normales, c'est que, par exemple, pour AWS, ça peut prendre jusqu'à 10 à 15 minutes de déployer une EC2. Par expérience, des fois, en déployant avec Terraform, ça peut prendre 10 minutes pour bootstrapper une EC2. C'est que si vous avez plusieurs environnements de déploiement qui s'exécutent en séquence avec des tests automatisés, ça peut s'accumuler rapidement. Pour Kubernetes aussi, la solution cloud va s'occuper de votre control plane, c'est que vous n'avez pas besoin de le mettre à jour vous-même, et ainsi de suite. Par contre, qu'est-ce qu'il y a à savoir, c'est que ça mange beaucoup de bandwidth d'une équipe. Upgrader un cluster Kubernetes, il peut y avoir des breaking change, donc il faut s'y préparer. C'est moins statique un peu que des solutions on-prem. Vous pouvez utiliser Helm ou Kustomize pour déployer vos applications Java sur le cluster Kubernetes. Puis si vous utilisez du on-prem, Ansible ou du tooling maison peuvent faire la job. Ça dépend de chaque entreprise. Des fois, ils ont des pipelines Jenkins spéciaux avec des scripts bash de 2000 lignes pour faire ces déploiements-là. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui vous convient de mieux. Puis, ce qu'on a découvert, nous, chez Ticketmaster, c'est vraiment que la simplicité, c'est l'affaire la plus importante dans un pipeline. Il faut que tout soit compréhensible. Il faut éviter les pipelines avec 10 steps manuels qui ont chacun 10 jobs manuels que tu ne sais pas dans quel ordre les déployer quand tu es junior. Donc, ça peut être un peu plus compliqué, un peu plus épeurant.
Donc, l'idée, c'est vraiment qu'un nouveau développeur qui regarde votre liste de pipeline sur votre GitLab, par exemple, ou sur votre GitHub, devrait connaître un peu, devrait savoir un peu c'est quoi le process de déploiement, puis par où ça passe, au premier abord. Avant de passer à la deuxième démo, quelques astuces pour vous là, qui viennent de notre expérience professionnelle chez Ticketmaster. C'est vraiment, encore une fois, la simplicité. Plus vous complexifiez pour répondre à des use cases un petit peu plus particuliers, la quantité de maintenance que vous allez devoir faire est exponentielle. Il faut vraiment limiter ça le plus possible. Puis il y a des quick wins qu'on peut trouver un peu partout. Donc, par exemple, pas besoin de gérer votre Dockerfile si vous faites une application Spring. Spring a un plugin qui vous permet de générer directement une image OCI au lieu de générer un jar. Donc, cette image-là, en plus, va être encore plus minimale parce qu'elle n'est pas basée sur une distribution Linux existante. Elle est dédiée à votre application. Donc, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un Cloud Native Build Pack pour faire ça. Je vais vous le montrer dans la démo numéro 2. Par contre, il faut faire attention, si vous n'utilisez pas une version LTS de Java, les build packs sont deprecated puis disparaissent de Docker Hub très vite, donc faites attention. D'un autre côté, ça vous force à upgrader, ce qui est correct. Là, donc. Puis, pour le monitoring, utilisez vraiment tout ce qui est clé en main. Prometheus, par exemple, c'est open source, c'est performant. Spring Actuator va vous générer toutes les métriques automatiquement de CPU, de mémoire, de garbage collector, de descripteurs de fichiers ouverts, ainsi de suite. Donc, profitez-en. N'ayez pas à réécrire tout ça à main. Utilisez Spring Actuator. C'est un conseil que je vous donne. Puis, le plus grand conseil, c'est soyez agressifs sur vos mises à jour. Nous, chez Ticket, on utilise des services sur Java 17, donc on est très cutting edge. Puis, c'est un peu ça qui nous a sauvés lors du Log4j2 Gate, là, pour l'appeler ainsi, là, que beaucoup d'entreprises étaient très loin dans leur processus d'upgrade, puis passer de Log4j 1x à 2.17.1. Ça peut être l'enfer. Donc, si vous êtes à jour, c'est un coût constant, mais c'est un coût prévisible que vous pouvez calculer dans vos estimés. Pendant que si vous dites, par exemple, on n'a pas besoin de mettre ça à jour, puis le coût reste là, c'est juste qu'il devient inconnu puis imprévisible. C'est quand que j'aurai besoin d'upgrader à ça? D'upgrader cette librairie-là, par exemple, c'est pas vous que vous allez choisir, c'est les autres librairies que vous avez besoin de nouvelles fonctionnalités ou bien des brèches de sécurité. Puis là, ça devient très problématique. Excellent. Donc, pour la deuxième démo, est-ce que Michel ou Eric, vous savez comment il reste de temps pour que je sache comment passer de temps là-dessus? Il y a plusieurs choses que je pourrais montrer. Environ 8 minutes. Là, ça peut peut-être dépasser de quelques minutes. OK, ça marche. Excellent. Donc, pour la démo 2, c'est vraiment un peu plus quelque chose de complètement un écosystème là, que je vous ai préparé qui se déploie sur votre machine, sur ce qu'on appelle Rancher Desktop. Donc, si vous allez ici, dans le fond, Rancher, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vous installe un cluster Kubernetes, un peu comme Minikube, sur votre machine. Donc, le node sur lequel vos containers vont être déployés, c'est sur votre machine. Puis, ça permet justement de ne pas avoir à utiliser un compte AWS ou faire un cluster vous-même sur votre machine. Donc, c'est très utile pour ce genre de tests et de preuves de concept-là. Donc, je vous ai préparé justement un repository avec 3 services. Le Event Service qui est asynchrone. Le Event Legacy Service qui utilise le Spring MVC de base, donc synchrone. Puis, je vous ai préparé le Events Gateway. Donc, ce qu'on parlait, la Spring Cloud Gateway. Si vous allez dans ce projet,
vous pouvez voir ici que j'ai je pourrais dire, un application.yaml avec de la configuration, par exemple, pour exposer les métriques Prometheus. Ça, j'ai un profil local ici pour faire le routage. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est le URI que je veux router en local. Puis, ça, c'est le prédicat qui va matcher le path. Donc, si je commence un /events gateway avec un venue code, quel qu'il soit, on va appliquer ces filtres-là avant de rerouter vers cette URL. Ça, c'est un filtre donné par, Spring Cloud Gateway. Ça, c'est un filtre qu'on code soi-même. Donc, dans le Java, vous allez pouvoir voir Interpolate Venue into Path. Ça, c'est le nom de votre fil dans votre application.properties. Puis, c'est très important que ça soit écrit comme ça. Spring fait un peu de magie noire là, pour déterminer quels filtres sont disponibles. Donc, le nom de votre filtre, puis Gateway Filter Factory. Puis, c'est là que vous allez avoir le apply de votre filtre, qu'au final doit retourner un mono void avec le exchange puis le chain, un peu comme ce qu'on a vu dans le Java, dans le request logging filter ici. Donc, c'est les mêmes objets. Puis, vous voyez ici que j'extrais à la main le venue code du path, puis je le remets dans l'URL. Je le replace dans le target URI, puis je mute cette requête-là pour la renvoyer au service target. C'est un peu comme ça que c'est juste quelque chose à hériter, dans le fond, pour écrire des fields custom, donc profitez-en. Vous voyez aussi quand je pourrais dire, publier une image avec le build pack, c'est aussi simple que ça. Ce que je parlais dans les astuces. Donc, juste utiliser la tâche boot build image, puis d'y donner une image name. Donc, quand vous allez faire le Gradle build ou le Maven build, il y a un équivalent Maven, vous allez avoir cette image Docker-là sur votre machine que vous allez pouvoir déployer où vous voulez, ce qui est très, très cool. Vous voyez aussi ça, je ne vais pas faire un cours accéléré sur Kubernetes non plus, on n'a pas le temps, mais dans le dossier Kubernetes, il y a toutes les choses que vous pourriez avoir. Donc, avoir à déployer toute leur YAML de déploiement, là, vu que c'est de l'infrastructure as code, on va dire ça comme ça. Pour le Event Service, la gateway, la config de la gateway, que c'est ce que je voulais dire pour le hot reload, là. Puis pour le Prometheus. Locust, ça, j'en parle un peu plus tard. Donc, sans plus tarder, voici le contenu de mon cluster. Donc, vous voyez que j'ai déployé 2 fois le Event Service. Vous voyez dans la gateway que je faisais une interpolation selon le code de la venue là, de spectacle. Donc, ici, on a le Event Service pour le centre Vidéotron. Puis, on a le Event Service pour le Centre Bell, qui sont les 2 versions asynchrones. Puis, il y a le Colisée Pepsi, qui est le synchrone. Donc, ces 3 services-là sont déployés sur le local. Donc, si j'essaie de caller le Events Gateway, Colisée API V2 Events, ça va rerouter vers ce service-là. Puis si j'essaie de caller Vidéotron, par exemple, c'est la même chose. Là, les 3 partagent le même dataset, donc vous ne voyez pas de différence dans la réponse, mais ils ont tous une base de données indépendante Postgres qui est déployée à côté d'eux. Normalement, ça ne serait pas dans Kubernetes, c'est une base de données, mais pour les besoins de l'exemple, c'était nécessaire. Puis, qu'est-ce qui est cool avec Rancher, c'est que vous pouvez tester le monitoring, Spring Actuator, tout ça, parce qu'on installe une chart qui est Kube Prometheus. Donc, ça va installer un Prometheus, un Grafana, un Alert Manager pour vos alertes automatiques, puis tout le tralala que vous avez besoin. Donc, vous voyez ici, j'ai un Prometheus. Là, vous voyez, ça, c'est un ETC host là, sur mon local host, Prometheus local. Puis, vous voyez ici le Grafana local cluster.dev. Vous avez un dashboard, puis vous avez le uptime.
Tout ça est déployé dans votre cluster. C'est surveillé automatiquement à l'aide de Spring Actuator, ce qui est extrêmement pratique pour votre prod readiness, grandement recommandé. C'est ce qu'on utilise un peu comme concept, nous, chez Ticketmaster. Évidemment, pas dans un Rancher, mais on a un Prometheus, un Grafana dans notre cluster aussi. Puis on utilise Spring Actuator. Dernier exemple que je vais vous montrer. Locust, c'est un tool Python qui vous permet de faire des tests de charge. Donc, si je m'en vais dans le dossier Locust, puis je fais Locust, ça va ouvrir un Web UI. Vous pouvez le faire aussi en console purement, mais là, pour l'exemple, je vais l'exécuter. C'est que je vais swarmer avec 50 users. Puis, vous allez pouvoir voir en temps réel les response time, les total requests per second, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est quelque chose de très intéressant si vous voulez cap-tester vos trucs Java. Là. Avant, on utilisait quelque chose qui s'appelle Gatling, qui est très puissant aussi, mais qui est écrit en Scala. Puis c'est pas tout le monde qui est confortable avec Scala. C'est un langage fonctionnel, donc des fois, utiliser juste du Python, c'est intéressant. Puis, Locust est complètement gratuit, open source, donc je pense qu'avec Gatling, pour avoir des dashboards interactifs comme ça, qui s'auto-refresh, c'est un peu plus payant. Puis, vous pouvez voir ici que la charge va commencer à monter là, si je suis sur le bon IP. Ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est sur 32 l'IP que c'est supposé avoir monté. C'est que si on rentre ça ici, vous voyez que le rate d'opération a monté. Puis les log events qui sont apparus. Par exemple, pour le logging, en ce moment, on les laisse dans les pods. Vous pouvez les voir, par exemple, ici. Ça, c'est on voit les inbound ici qui apparaissent. Là, j'ai oublié d'exclure le path de métrique du logging. C'est que ça, c'est tout à fait normal là, que ça fasse ça, mais c'est très facile de les exclure, c'est juste j'ai oublié. Mais vous auriez pu voir, mettons, ici, des logs qui apparaissent. Pour vous comparer un peu la performance entre les deux, j'ai exécuté des tests ce matin en terminant. Là. Donc, ça ici, c'est la version synchrone du service. Donc, on voit que le request per second est monté à 220 en moyenne. Puis, le response time, le 50e percentile, c'était 180 ms. Pendant que pour le asynchrone, le response time restait autour là, à 170, mais le RPS était à 280 au lieu de 220. C'est qu'on était capable d'avoir une meilleure performance pour les mêmes ressources. Évidemment, c'est exécuté sur ma machine. Le macOS peut décider de starter des services en background qui prennent du CPU si je n'ai pas le contrôle. C'est pas à prendre pour du cash, comme on dit en bon québécois. Mais ça peut vous montrer un peu la différence d'exécution entre les deux. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de présenter? On va pouvoir publier ce repository-là après une vérification. Là. Donc, vous avez aussi des scripts qui vous permettent d'installer les choses que vous avez besoin, le local cert pour l'HTTPS en local, le reloader, ainsi de suite. Donc, si vous voulez les utiliser pour tester ça de votre base, c'est un bon test. Puis, dernier truc que je veux montrer, c'est que si vous éditez la config map de votre gateway, par exemple celle-ci, puis je vais faire Edit, excusez-moi, c'est que ça va ouvrir un vert. Je vais faire 2, 3 comme ça ici. Vous voyez qu'ici, il est en train de bootstrapper un nouveau container de la gateway. L'autre est encore running. Aussitôt que lui va devenir LT, l'autre va se faire takedown seamlessly. Donc, ça permet vraiment de, si vous, par exemple, dans votre entreprise, vous avez un repository de configuration, puis un repository avec votre code, ça vous permet de séparer les deux, de déployer les deux
de manière différente. Puis, updater vos endpoints de manière très, très simple. Donc, pas besoin de tout redéployer l'univers automatiquement avec ça. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour beaucoup de choses. Ce n'est pas limité à Gateway. Vous pouvez utiliser Spring Cloud Kubernetes pour vos applications aussi. Si, par exemple, vous avez des secrets que vous voulez faire une rotation seamless pendant que c'est up, ça peut être quelque chose à considérer. Je crois que je suis arrivé à la fin. J'espère être rentré dans le temps. Là. Il y avait beaucoup de choses à discuter. Donc, Sylvain, une question? Yes. Oui. En fait, j'en ai plusieurs. Je vais en commencer par une, puis je laisserai les Ouais. autres en poser. Peut-être que ça va revenir. Tu as parlé tantôt de mise à jour de vos librairies puis des versions de Java. Ouais. Utilisez-vous des genres d'outils comme SonarQube ou des bots sur Git pour vous aider avec ça? Ouais, pour l'instant, quand je peux dire, là, j'essaie de trouver ma présentation parce que j'avais fait de quoi dans la slide, mais je ne l'avais pas mentionné. Je ne l'avais pas mentionné en tant que tel de vive voix. On commence à investiguer, nous, de notre base, certains plugins là, qui permettent de passer par-dessus le Gradle file puis de dire, hey, ça, cette version-là peut être mise à jour. C'est quelque chose qu'on est en train de voir. Par contre, pour te répondre, Sylvain, on n'utilise pas, par exemple, on utilise Sonar pour la sécurité, là. Plus Veracode et Sonar. Mais pour les dépendances, pour l'instant, on n'a pas vu vraiment l'urgence d'utiliser des tels plugins, surtout qu'on est déjà très à jour par nature. Là, on utilise du Kotlin 1.6. Du Java 17, du Spring 2.6 aussi, donc du Spring Boot 2.6. Donc, on n'a pas encore vu l'urgence de mettre des trucs automatisés, mais on est en train d'investiguer ça en ce moment. Ouais. Par curiosité, là, vous êtes Java 17, c'est sorti en septembre dernier. Vous êtes passé à Java 17 quand? Aussitôt que Gradle le supportait, donc autour de milieu octobre, là, fait que on a à peu près, je dirais, un peu plus d'une dizaine de services, mais vu que c'est tout du Spring Webflux ou du Spring normal avec Actuator, et ainsi de suite. Donc, c'est des stacks très similaires. Donc, faire les merge requests, upgrader, c'est très facile de notre part. Mais oui, pour te répondre, on a upgradé en octobre. Aussitôt que Gradle 7.1, je pense, c'est sorti qui supportait JDK 17, qui nous permettait de le faire. Super, super impressionnant. Je ne vois pas d'autres questions. Tu as quelques minutes, Sylvain, peut-être pour nous parler de la veille technologique Java. OK, ouais, je peux faire ça. Je vais merci. Oui, merci beaucoup, Alexandre. Merci, Alex. J'ai pas grand-chose de bien nouveau. C'est sûr que j'ai pas le choix de parler de Log4j parce que ça a été nouveau depuis la dernière fois. Tout le monde est habitué. Là. Déjà, on a tout passé par ces correctifs-là. C'était évidemment une faille de type Remote Code Execution qui était cotée 10 sur 10 là, par OWASP, qui est le maximum là, de criticalité pour les vulnérabilités. On estimait qu'il y avait environ 48% des réseaux corporatifs canadiens qui étaient impactés. C'est quasiment un réseau sur deux. Puis la compagnie Akamai Technologies, il a traqué pendant les plus hautes pointes, là, environ 10 000 attentats par heure, juste aux États-Unis. C'était quand même une faille qui était assez critique. Il y a beaucoup de corporations qui ont été impactées par ça, puis qui ont eu des gros problèmes de sécurité, qui ont été hackés à proprement parler. Ça a pris 30 secondes. Là, ceux qui connaissent les outils style Metasploit, là, les exploits ont été publiés assez rapidement, puis maintenant c'est possible de faire des bots qui roulent sur Internet pour aller exploiter ces vulnérabilités-là. Bref, je ne sais pas comment pour vous ça s'est passé, mais ça a été de la grosse job. Là. Bref, tous ceux qui sont en Java. Sinon, évidemment, là, la grosse nouvelle, Alex t'a dit que vous étiez passé sur Java 17 en septembre, mais là, il y a 18 qui va arriver bientôt. Elle est en release candidate depuis le 24 février. Qu'est-ce qu'on pourrait dire principalement comme changement dans la version 18? Il y a les retrait des finalizers qui sont là depuis la version Java 1. Faisant un peu office de destructeur d'objets. Il y avait des problèmes là, notamment au niveau de l'ordre arbitraire que ces finalizers-là étaient exécutés. On ne savait pas non plus trop sur quel thread ça allait être exécuté.
Fait que la recommandation, ça va être de remplacer ça par des try with resources puis de laisser faire complètement les finalizers. Ils vont faire aussi pimper les switch cases qui ont déjà été pimpés plusieurs fois par le passé. Là. On se souvient d'une vieille version, à un moment donné, ils nous ont donné la possibilité de faire des switches sur des strings. Ils en ont fait des nouvelles trucs, excusez pour ma conjointe en arrière, des switches qui faisaient des returns automatiquement. Maintenant, ils vont faire des switches sur les types de variables. Donc, on passe à une instance d'objet à notre switch case, puis on peut définir dans le case, déclarer une nouvelle variable. Il va faire le casting automatiquement, puis nous rendre cette variable-là disponible. Ça, c'était quand même assez cool, ce que j'ai trouvé dans cette doc-là. Il va y avoir une réimplémentation complète aussi de l'API de réflexion. Ceux qui connaissent la réflexion, c'est pour accéder aux propriétés des objets au runtime. Ils vont changer là, principalement côté sécurité puis côté performance de la réflexion. Pour ceux qui ont travaillé avec, vous savez que c'est très très lent la réflexion. Sinon, ils vont nous offrir aussi un serveur web simple de fichiers statiques. Donc, on pourrait penser un peu à un HTTP server, là, ceux qui connaissent le module dans NPM. C'est vraiment juste un serveur statique web qui va servir des get puis des head, des requêtes get puis head. Pas de servlet, absolument rien, là, juste des fichiers HTML. Puis, ce que j'ai trouvé bon aussi, c'est des ajouts au niveau de fonctionnalité de la Javadoc. Je close ça vite avec des stats après, mais ils vont nous permettre de rajouter des snippets de code dans la Javadoc avec des highlights sur certaines parties de ce code-là. Donc, ça peut être bien pour rajouter des exemples de code là, quand on fait des méthodes publiques là, à être utilisées par d'autres équipes. Puis côté stats, je fais ça vraiment vite parce que j'ai plus de temps. Il y a 37% des devs qui utilisent encore Java 8. J'ai été quand même assez surpris de ça. On parle seulement de 29% qui sont rendus à Java 11. Fait qu'on peut s'imaginer que la gang de Ticketmaster avec le Java 17 sont assez avant-gardistes. 36% des devs utilisent encore la JDK d'Oracle versus 27% sur OpenJDK. Il y a 32% des devs qui sont passés au microservice versus 22% qui sont encore sur le monolithique. Côté virtualisation, on a 41% qui sont sur Docker, 26% sur Kubernetes et 16% encore dans VMware. Côté PaaS, 31% sur AWS, 24% qui n'ont pas de PaaS, puis 14% sur Azure. Fait que une très, très petite part de marché pour GCP. Côté serveur web, on a encore Tomcat qui est hautement dominant dans le marché avec 48%, Wildfly à 15%, qui est de JBoss Wildfire. Côté IDE, 48% sur IntelliJ, qui est mon préféré aussi, 24% sur Eclipse. Plus personne sur IBM Rational Developer, je ne sais pas pourquoi. Ceux qui ont travaillé avec comprendraient. Puis un 18% sur VS Code. Ça ferait le tour pour moi avec les petites nouvelles. Je ne sais pas s'il y en avait, qu'il y avait d'autres questions, commentaires. Sinon, je repasse la POC à M. Piché ou M. Bernier. Oui, tu as parlé tantôt, tu as posé une question dans le chat, là, dire pourquoi pourquoi il n'est pas asynchrone. Le Colisée, hein? Il est trop vieux. Ben, c'est ça que je me suis dit moi-même. Puis là, j'ai vu ta question. Je dis, à deux, tu sais, on ne doit pas être les deux seuls à savoir poser cette question-là. En tout cas, de toute façon, c'est plus ou moins pertinent. J'imagine que c'est parce qu'il c'est une joke, hein? C'est ça. Mais ouais, je checkais pour faire l'exemple de la gateway là, avec une interpolation dans le path parent. C'est que j'étais comme là, comment je peux le séparer? Peut-être par amphithéâtre. C'est que là, j'étais Bell, centre Vidéotron, centre Bell. Puis j'étais comme, je vais faire une comparaison, tu sais, pour le cap testing avec Locust pour voir la différence. Puis j'étais, OK, il faut que j'en fasse un synchrone, pas s'appeler Colisée Pepsi, il est à détruire. J'ai une dernière question à Alex. Excuse-moi, je dépasse, mais encore, là, vous avez utilisé, tu parlais de low-cost pour les tests de charge, mais tu n'as pas parlé de pen test. Avez-vous une équipe dédiée ou c'est vraiment la responsabilité des devs de s'occuper qu'il n'y ait pas de faille dans vos systèmes? Okay. Nous, on essaye le plus possible de break nos choses de notre côté, mais c'est sûr que Ticketmaster a une équipe d'information security qu'on peut demander du pen testing. Pour la livraison, par exemple, une nouvelle application intégrée avec un front-end, tout ça. Donc, c'est que ça passe les deux par des fois, on a par exemple du Veracode là, pour les vulnérabilités, mais pour le pen testing, je dirais qu'on en fait un peu nous-mêmes, mais on a une équipe dédiée à ça. Excellent. Good. Merci. Super. Merci beaucoup tout le monde. On va arrêter ça parce que là, on a dépassé de quelques minutes. N'oubliez pas d'aller visiter le site web du JUG de temps en temps.
Puis, il y a les liens ici pour communiquer avec nous, le comité organisateur. Ou si vous voulez vous joindre au comité organisateur, on est toujours ouvert à dynamiser l'équipe qui organise les conférences. Si vous avez des préférences pour une prochaine conférence, faites-nous signe, comme ça a été mentionné au début par Michel. Puis sur ce, je vous laisse pour un bon après-midi et un bon restant de semaine. À la prochaine. Merci à tous. Bye. Bye bye.